Nous allons maintenant rentrer dans le vif du sujet et parler du crigeage. Le crigeage est un estimateur qui va prédire une valeur non échantillonnée, z de x, à partir d'un ensemble de valeurs voisines au point xi, et ces valeurs seront donc notées z de xi. Le crigeage est un estimateur linéaire dans le sens où il va combiner les valeurs voisines pour réaliser la prédiction, et en outre, le crigeage va s'appuyer sur un modèle de moyenne noté m de x ou m de xi qui correspond à une fonction qui décrit la valeur non conditionnelle de la moyenne de la fonction aléatoire. Le crigeage est un estimateur sans biais dans le sens où la moyenne de l'erreur est considérée comme devant être nulle, c'est-à-dire que si l'on parcourt l'ensemble du domaine, l'écart entre la valeur estimée par crigeage et la valeur vraie doit être nul, et c'est un estimateur qui est optimal dans le sens où sa variance d'estimation doit être minimale. L'écart entre la valeur estimée et la valeur vraie doit être minimal. Il existe plusieurs types de crigeage. En effet, on peut décomposer la fonction aléatoire en deux termes. D'une part, une fonction aléatoire centrée qu'on va appeler le résidu, et d'autre part, un modèle de moyenne sur lequel je vais revenir tout à l'heure. Concernant le résidu, sa moyenne est nulle en tout point. Sa covariance est définie par le produit des résidus en x et en x plus h, et sous l'hypothèse de stationnarité d'ordre 2, on peut connaître sa fonction de covariance qui ne dépend que de h et qui est définie et donnée plutôt par le modèle de variogramme avec la dernière équation de la diapo. Concernant le modèle de moyenne, on peut faire l'hypothèse la plus simple possible qui est que la moyenne est constante sur l'ensemble du domaine et qu'elle est connue. Donc m de x est constant, ne dépend pas de x, on a affaire alors au crigeage simple. Une hypothèse un peu moins forte consiste à considérer que la moyenne est constante, mais qu'on va laisser le crigeage calculer cette moyenne. On parlera alors du crigeage ordinaire. Et la version la plus générale du crigeage, qui s'appelle le crigeage universel ou crigeage avec tendance, consiste à considérer que la moyenne est donnée par une fonction polynomiale de x, par exemple ax plus by plus cz plus d, si on est en 3 dimensions. Alors la question qui se pose à nous, c'est comment trouver les poids de crigeage lambda i de x. Pour le crigeage simple, nous allons donc supposer que la moyenne est constante et connue, donc on peut réécrire l'équation du crigeage en mettant la moyenne à droite du signe égal. La condition de non-biais suppose que l'écart entre la valeur estimée et la valeur vraie est toujours nul en termes d'espérance mathématique. Et si on développe l'espérance mathématique à partir de l'expression du crigeage, on tombe sur une égalité qui est toujours honorée. Donc cette condition de non-biais est toujours remplie dans le cas du crigeage simple où l'on connaît la moyenne et cette moyenne est constante dans l'espace. Le deuxième principe pour calculer les poids du crigeage simple consiste à minimiser la variance d'estimation, c'est-à-dire l'écart moyen entre la valeur estimée et la valeur vraie. Pour cela, on va utiliser deux identités qui nous donnent la variance de la somme de deux variables aléatoires. Ça ressemble à une forme quadratique, variance de A plus variance de B plus deux covariances de AB, et la variance d'une combinaison linéaire de variables aléatoires. Grâce à ces deux identités, on peut exprimer la variance d'estimation comme une double somme de covariances pondérées. Donc c'est l'équation qui s'affiche en bas. Et si l'on souhaite minimiser la variance d'estimation par rapport au lambda i, il va falloir qu'on calcule la dérivée partielle de cette variance d'estimation par rapport au lambda i. Et donc quand on fait ça pour tous les lambda i, donc pour tous les poids de tous les points de données dans le voisinage, on obtient la dernière équation qui s'affiche en bas de la diapo. On peut observer que la covariance du résidu est stationnaire et qu'elle est égale à la covariance de h, donc la covariance de la fonction z, grâce à notre hypothèse intrinsèque de géostatistique. Et on peut réécrire les
les poids qui minimisent la variance d'estimation sous la forme d'un système linéaire matriciel qui finalement a du sens et va nous permettre de comprendre ce que fait le crigeage. Les poids, les lambda i, ce sont les inconnus de notre problème. À droite, nous avons le degré d'information du point x qu'on cherche à estimer par la position des points de données xi. Donc nous avons la covariance entre le point x et tous les points xi. Et à gauche, nous avons une matrice qui mesure la redondance entre tous les points de données xi et xj et qui permet de corriger justement l'impact de la proximité ou de l'éloignement des points de données les uns par rapport aux autres. Nous allons maintenant regarder les résultats du crigeage simple. Donc pour chaque pixel de l'image, nous avons calculé les poids de crigeage en résolvant le système linéaire du crigeage, donc le CIJ fois lambda i égale CI. À partir des lambda i, nous avons pu calculer le résidu ou l'estimation du résidu et lui rajouter la moyenne pour obtenir la solution qui est affichée sur l'écran. Si l'on compare cette image avec l'image de référence, la photographie du nuage qu'on utilise depuis le début du cours, on peut calculer une erreur quadratique moyenne, ou plutôt la racine carrée de cette erreur quadratique moyenne, et on obtient une valeur de 13,92. Vous pouvez remettre ça à l'échelle des valeurs qui sont comprises à peu près entre 40 et 150. Donc on a quelque chose qui ne ressemble pas à un nuage, mais qui a une erreur finalement relativement faible par rapport au modèle de référence. En général, on n'a pas ce modèle de référence, et donc que peut-on dire du résultat? D'une part, on peut noter son exactitude, la valeur au point échantillonné est strictement égale à la valeur des points. La solution est lisse, on a des variations très graduelles entre deux pixels voisins. Les résultats tiennent compte de l'anisotropie du variogramme. En effet, nous avons utilisé le modèle de variogramme vu dans le chapitre précédent, qui a une portée horizontale plus grande que la portée verticale. Une portée est-ouest plus grande que la portée nord-sud, et donc on retrouve ça dans la forme de la solution. Enfin, on voit que l'estimation tend vers la moyenne des valeurs du domaine dès que la distance devient supérieure à la portée du variogramme. On peut calculer la variance d'estimation que l'on a minimisée lorsqu'on a calculé les poids de crigeage. On voit que cette variance d'estimation est minimale près des points de données et qu'elle augmente graduellement, de manière assez lisse et continue, lorsqu'on s'éloigne des poids de crigeage, et son augmentation en fait correspond à la forme du variogramme et au type du modèle de variogramme. On voit d'ailleurs dans l'équation que cette variance d'estimation ne dépend que du modèle de variogramme et de la disposition des points de données. Elle ignore donc les valeurs échantillonnées au niveau des points de données, et c'est une conséquence de notre hypothèse intrinsèque de stationnarité d'ordre 2. Le deuxième type de crigeage dont nous allons parler est le crigeage ordinaire. L'idée principale est de relaxer l'hypothèse qu'on fait dans le crigeage simple. Ici, nous allons considérer que la moyenne est constante et inconnue, et que cette moyenne n'est constante que dans le voisinage considéré autour du point X. On peut donc réécrire l'équation de crigeage de la manière suivante. La condition de Nombier va s'exprimer toujours de la même manière et va nous donner une condition sur les poids de crigeage dont la somme doit être égale à 1. Pour calculer les poids de crigeage, on utilise encore une fois la minimisation de la variance d'estimation, donc la dérivée de la variance d'estimation par rapport au poids de crigeage, avec la contrainte que les poids doivent être égaux à 1. Alors, c'est assez compliqué parce qu'on a n équations pour la minimisation de la variance d'estimation et on a une équation supplémentaire pour la condition de Nombier, alors qu'on n'a que n inconnus. Donc on a n plus une équation et n inconnus, notre système est surcontraint. Donc pour résoudre un système surcontraint, on va utiliser
une variable de Lagrange, la méthode des multiplicateurs de Lagrange. Donc on va former le Lagrangien, qui est la somme pondérée de la variance d'estimation et de cette variable de Lagrange fois notre condition de somme des poids égale à 1, donc qui doit être nul, et c'est ce Lagrangien qu'on va minimiser. On va donc encore une fois calculer les dérivées partielles de ce terme par rapport au lambda i et à mu, à la variable de Lagrange, et on aura ainsi notre variable supplémentaire de Lagrange qui nous permettra d'avoir n plus 1 équation et n plus 1 inconnue. La solution du crigeage ordinaire ressemble donc assez fortement à ce qu'on avait obtenu dans le cadre du crigeage simple. On a donc n plus 1 inconnue qui sont les lambda i, les poids du crigeage, plus le multiplicateur de Lagrange. Et à gauche du système, on a la matrice de covariance qui mesure la redondance des points de données les uns avec les autres, avec une ligne et une colonne supplémentaires pour la variable de Lagrange. Et à droite, le degré d'information entre les points de données et le point considéré en x, qui ne dépend que de la distance entre le point considéré et les différents points de données. Quand on applique le crigeage ordinaire à notre jeu de données, on obtient le résultat suivant. Donc, ça ressemble assez fortement à ce qu'on avait dans le cadre du crigeage simple. Et si on calcule l'erreur moyenne par rapport au modèle de référence, on a à peu près le même ordre de grandeur que ce qu'on avait précédemment. Alors, quelle est la différence entre le crigeage simple et le crigeage ordinaire? On va le faire justement en affichant cette différence pour chaque pixel. Et donc, on voit que le crigeage ordinaire qui calcule localement la moyenne dans le voisinage a tendance à extrapoler des valeurs différentes par rapport au crigeage simple. Le crigeage simple exprime la moyenne globale constante dès qu'on s'éloigne des points de données, alors que le crigeage ordinaire exprime la moyenne locale constante et calculée par le crigeage dès qu'on s'éloigne des points de données. Donc on a une meilleure aptitude du crigeage ordinaire à calculer les tendances. Alors on peut regarder la solution du crigeage ordinaire avec une échelle de couleur plus haute résolution, et ça met en évidence des discontinuités dans la solution. Imaginez que vous soyez en train de criger ou d'estimer l'altitude d'une topographie, vous verriez apparaître des falaises sur cette carte topographique. Par exemple, il y a une falaise entre le point rose et le point bleu situé en haut à droite de l'image. Et on peut comprendre d'où arrive cette discontinuité de la solution quand on regarde les voisinages de ces deux pixels considérés. En fait, quand on passe du pixel entouré en bleu au pixel entouré en rose, il y a un point de données qui rentre dans le voisinage, et donc il va changer l'estimation de la moyenne locale, et va donc affecter la solution. Donc le résidu, lui, est continu, mais la moyenne est discontinue. Les paramètres du voisinage dans le crigeage ordinaire sont donc très importants. En général, on prend un voisinage qui est défini par les portées du variogramme, l'ellipsoïde dont les axes sont les portées principales du variogramme, mais on peut prendre éventuellement plus grand, et à l'extrême, on peut prendre un voisinage global. Dans ce cas-là, on n'a plus de discontinuité de la solution, on n'a plus de marche d'escalier, et on a une solution qui est proche de celle obtenue par crigeage simple, à ceci près que la moyenne n'est pas un paramètre d'entrée, elle est déterminée automatiquement par le système du crigeage ordinaire. En revanche, si le voisinage est trop petit ou si on est trop loin des points de données, il se peut qu'avec du crigeage ordinaire, on n'ait pas de solution. Donc lorsque le nombre de voisins est nul, il n'y a pas de solution, et donc en fonction des logiciels, vous pourrez vous retrouver avec des pixels ou des valeurs non définies à l'issue d'un crigeage ordinaire. Comme dans le cas du crigeage simple, on peut regarder la variance d'estimation qui nous dit la même chose, c'est-à-dire qu'elle est minimale près des points de données et qu'elle a tendance à augmenter en fonction de la covariance lorsqu'on s'éloigne des points de données. Le dernier type de crigeage est le crigeage avec tendance ou crigeage universel. Il s'appelle universel parce qu'en fait il généralise le crigeage ordinaire. Cette fois-ci, il considère que la moyenne n'est plus constante
dans chaque voisinage, mais qu'elle est définie par un polynôme. Donc par exemple, on va avoir une augmentation linéaire de la variable considérée d'est en ouest. L'intérêt d'utiliser le crigeage universel, c'est que les coefficients du polynôme seront les solutions du crigeage. Donc on a des conditions en plus par rapport au crigeage ordinaire. On a k plus 1 condition de non-biais, et donc on utilise k plus 1 multiplicateur de Lagrange pour calculer la solution. Je ne vous remets pas la dérivation ici. En termes de résultats, le crigeage universel nous donne une solution qui a tendance à être beaucoup plus variable dans l'espace que les deux crigeages précédents. En effet, sur l'exemple de notre topographie, précédemment on supposait qu'on calculait un résidu par rapport à des blocs horizontaux, et ici on calcule un résidu et une pente sur chacun des blocs. Donc cette pente peut varier de manière discontinue sur chacun des blocs étant défini encore une fois par le voisinage. Comme dans le cas du crigeage ordinaire, on n'a pas d'estimation possible cette fois-ci si le nombre de voisins est inférieur au nombre de monômes du polynôme qui définit la moyenne. Donc c'est ce qui apparaît dans les données qui apparaissent en noir dans les deux coins de l'image. Et en termes d'erreur moyenne, on a sur cet exemple une erreur moyenne par rapport à l'image de référence qui est largement supérieure à ce qu'on obtenait dans le cas des variogrammes précédents, sans doute dans le cas des crigeages précédents, sans doute parce que notre voisinage est trop petit et donc on a tendance à surestimer la pente locale dans chacun des voisinages, et donc ça introduit sans doute pas mal de bruit dans la solution. En résumé, le crigeage est un estimateur sans biais qui cherche à minimiser la variance d'estimation, l'écart entre la solution et la valeur vraie. Il prend en compte la redondance spatiale entre les données, c'est vraiment la spécificité de cet estimateur, c'est ce qu'on a vu en regardant le système de crigeage dans le terme de gauche qui est la matrice de covariance. Les paramètres d'entrée sont le voisinage, on a toujours un estimateur linéaire qui s'appuie sur un certain nombre de voisins, et donc cette définition du voisinage est très importante dans le cadre du crigeage, en particulier pour le crigeage ordinaire et le crigeage universel. Il prend en compte un modèle de variogramme qui permet justement de prendre en compte la redondance entre les données et le niveau d'information du point qu'on cherche à estimer avec les données voisines. Et il s'appuie sur un modèle de moyenne qui peut être soit constante et connue, c'est le cas du crigeage simple, constante par voisinage, c'est le cas du crigeage ordinaire, ou défini par un modèle polynomial, une fonction polynomiale sur chaque voisinage, c'est le cas du crigeage universel. Enfin, le crigeage fournit une estimation qui est donc l'espérance conditionnelle de la fonction aléatoire, conditionnelle aux données d'observation, et il fournit enfin la variance d'estimation.